Non, il me l'a mis tout seul, donc ok, c'est cool. J'ai juste Donc, je peux vérifié lancer le sur... stream aussi. Enfin, je peux regarder le stream, il faut juste que je coupe le son, quoi. Ouais, c'est ça. Si je veux voir les Euh, réactions. ouais. Après, je pense qu'il y a un petit décalage. Non, ben, on est déjà en ligne, donc le décalage est pas trop important. C'est cool. Et moi, je vais juste me mettre, hop, dans la petite fenêtre commentaire. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire des allers-retours. À gauche, à droite, j'ai les commentaires. Hop, et c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer tranquillement. Hop, il y a Kurkudikinov, pardon, désolé d'avoir écorché ton pseudo qui est déjà avec nous. On va attendre qu'un peu de monde encore arrive, hein, parce qu'on a 5 petites minutes d'avance, mais voilà, c'est pas très très grave, hein. On va démarrer tranquillement, et de toute manière, si vous avez raté des choses, n'hésitez pas, le replay sera dispo. Ah, on sent que la personne doit travailler, enfin, est bénévole sur Ludinor, parce qu'on te demande déjà, Sylvain, pourquoi t'as pas mis ton t-shirt jaune. J'ai voulu rester neutre, vu qu'on abordait Ludinor et la Roche ludique. Ouais, après, il y a les affiches Ludinor derrière toi, hein, donc Ouais, c'est ça, il y a Ludinor là, et puis le Festival de Cannes de l'autre côté. ouais, c'est ça, on peut pas non plus renier la famille. Donc, vous l'aurez compris, je suis ce soir avec Sylvain, coordinateur de Ludinor et de la Ruche Ludique. Alors, on avait annoncé que Paul de Libellude aussi serait avec nous, mais malheureusement, j'ai fait une boulette dans la date d'invitation et je l'ai invité le 3 juin alors que nous sommes le 2 juin. Donc, malheureusement, il n'est pas dispo, mais on va déjà commencer un petit teasing pour la semaine prochaine. Il sera avec nous, du coup, la semaine prochaine, et on abordera un peu avec lui le côté un peu événementiel en distanciel, en numérique, parce qu'il a été assez actif pendant le confinement, avec notamment pas mal de tournois sur BGA, que ce soit de Season ou de Dice Force. Dice Forge, pardon, pas Dice Force. Bonjour Swan Live, bonjour Jean-Julien, bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien en cette fin d'après-midi. Et donc, comme je disais, malheureusement, petite boulette de ma part sur le calendrier. Paul de Libellude sera avec nous la semaine prochaine. Du coup, on va peut-être démarrer. Sylvain, est-ce que tu as envie de te présenter rapidement? Tu viens d'où? Tu as fait quoi pour arriver dans le monde du jeu? Et c'est quoi ton parcours avant de te retrouver coordinateur chez Ludinor et après coordinateur de la ruche ludique? Un long parcours que je vais essayer de résumer assez rapidement, mais globalement, j'ai toujours été attiré par le jeu dans tous les sens, des jeux classiques. À l'époque, les Docteurs Maboul, les Super Défis et j'en passais des meilleurs. Un petit moment de creux où je me suis un peu moins intéressé aux jeux jusqu'à ce que je découvre les jeux de société moderne, genre Loup-garou, Time's Up, Jungle Speed, au début des années 2000. Puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas que ça. Tu tires un peu sur la ficelle, tu te dis il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de jeux. Et j'ai fait mon premier festival, c'était à Montreuil en 2009. Et là, j'ai dit, mais ah oui, il y a autant de jeux de société que ça. J'ai fait mon premier SN en 2009 aussi, et je pense que c'est là que ça a pas fait ça a fait la bascule pour essayer de m'investir encore plus dans le monde du jeu. Un premier salon du jeu de la création à Mont-Saint-Barreul en 2010. Et quand j'ai vu qu'il y avait un terreau fertile pour faire un bon festival à Mont-Saint-Barreul, j'ai participé à l'organisation du Dinor. Puis après, j'ai fait plusieurs types d'actions au monde du jeu. J'étais animateur pour Asmodée. J'ai été au barrage du Ludopole. J'ai aussi créé le Ludic Break à Lille. Que j'ai quitté depuis. Et donc, il y a, avec Ludinor, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Mmh. Beaucoup
activités. On a créé la Fée des Jeux, qui est une fédération d'assos des Hauts-de-France. Donc il y a 18 assos maintenant des Hauts-de-France qui sont au sein de la Fée des Jeux. Et là, récemment, depuis la clôture enfin, des festivals, l'impossibilité en tout cas de faire les festivals, on s'est réunis entre festivals pour créer une entité qui s'appelle la Ruche Ludique, qui a pour but de s'entraider entre festivals, quelle que soit la taille des festivals, quelle que soit leur origine, que ce soit une organisation issue d'une mairie ou d'une asso. L'idée, c'est vraiment de faire concilier tous les festivals ensemble et développer un gros réseau d'entraide, quoi. Ouais, enfin, je vais peut-être un peu schématiser pour les gens dans le chat qui ne connaissent pas encore la ruche ludique. C'est un peu l'équivalent de la Sage pour les auteurs de jeux ou du GBL pour les boutiques, mais spécifique au festival de jeux. Donc, vous essayez de regrouper un peu tous les festivals de jeux en France. Est-ce que c'était une idée qui était là avant la Covid et l'annulation des festivals, ou est-ce que c'est finalement ces annulations de festivals qui vous ont dit, ben déjà, on a du temps à tuer, autant créer ce collectif maintenant, et en plus de ça, on a besoin de ce collectif maintenant parce qu'on est tous un peu en galère à cause des annulations. Ça fait quelques années que Xavier, qui est actuellement président de la Fée des Jeux, avait en tête l'idée de faire interagir les différents festivals, notamment quand on allait à Cannes en tant qu'animateur Asmodée, bah, on croisait d'autres animateurs Asmodée qui étaient eux organisateurs de festivals. Et à chaque fois en février, on se disait, ce serait bien si on faisait quelque chose. Et puis, en fait, ce qui se passait, c'est que dans le calendrier de l'année, on n'était pas tout le temps tous dispo en même temps. C'est-à-dire qu'on est toujours la tête dans le guidon à un moment donné, quoi. Donc, si on voulait poser une réunion en février ou en mars, pour nous, c'était juste pas possible parce qu'on avait d'autres choses à faire. Et c'était pareil pour les autres, tout au Ouais. long de l'année. Donc, justement, Xavier, lors de l'annulation du Dinor, on s'est dit, là, c'est avec Xavier, on s'est dit, c'est le moment de lancer quelque chose. Et donc, on s'est appuyé sur un vieux groupe qu'avait créé à l'origine Mathieu Bonin, dans lequel il y avait plus d'activité depuis quelques années. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de s'appuyer là-dessus pour redémarrer quelque chose? Il a dit, ok, pas de souci. Puis c'était parti, quoi. Donc, très vite, beaucoup de festivals qui ont rejoint, forcément, parce que tout le monde a compris la complexité que ça aurait de régénérer de l'événementiel dans les temps à venir. On a créé pas mal de points où on faisait des thématiques particulières sur comment est-ce que vous demandez des subventions, comment est-ce que vous interrogez les éditeurs, comment vous organisez chez vous pour la partie éco-responsable, par exemple. Enfin, on a abordé différents types de problématiques et chaque festival fait part de son expérience personnelle par rapport au sujet concerné. Là, on va commencer à développer un peu plus les choses, essayer de faire une sorte de wiki de comment bien organiser son festival. Ce qui pourra pas mal aider, notamment Julien qui est dans le chat et qui précise qu'en quoi à la ruche, on accepte aussi les gens qui n'ont pas encore organisé de festival. Ouais, ouais. Enfin, là, je parle au nom de la Sage. Tout comme à la Sage, on accepte les autrices et les auteurs qui ne sont pas encore édités. Et ça fait aussi partie ce travail de médiation et d'accompagnement que les plus expérimentés puissent aider les plus jeunes aussi à se mettre en place plus facilement. En tout cas, il y a toujours beaucoup de bienveillance dans ce milieu-là, donc il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment pour les festivals de jeux. Mais c'est cool aussi de voir que des gens aient encore envie de monter des festivals de jeux, malgré la situation aujourd'hui qu'on connaît, qui est un peu compliquée. Donc on en discutait rapidement avant en off, parce qu'on ne va pas vous le cacher, on s'est retrouvé un tout petit peu avant le live. Tu me disais, il y a 91 festivals qui sont représentés à la ruche, même si ça a peut-être bougé depuis votre dernier recensement, ce qui représente quand même à peu près un tiers des festivals en France, si on considère que la base de données de Subverti est complète, ce qui est peut-être pas forcément le cas. N'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions à nous poser, à nous les poser, on sera ravis évidemment d'y répondre. Donc, avant de revenir un peu plus longuement sur la ruche, moi, je voulais aussi un peu parler avec toi de Ludinor. Moi, c'est un festival que
que j'ai pu pratiquer comme responsable événementiel chez Yellow à l'époque. Je suis venu plusieurs fois et même en tant que joueur lambda sans ma casquette de responsable événementiel, juste pour profiter que c'est un chouette festival. Donc c'est quand même un festival qui est particulier. Enfin, moi, je pense notamment le fait que ce soit vraiment les bénévoles qui animent, qui n'y ait pas forcément de stand euh, par éditeur. Alors, pour ceux qui en sont encore jamais venus à Ludinor, hein, enfin, ou sur d'autres festivals de jeux, souvent les festivals de jeux sont organisés. Il y a un stand Yellow, où il y a 6 tables avec des jeux Yellow, et c'est des animateurs Yellow qui sont dessus. À côté, il y aura le stand Gigamic, et ainsi de suite. Alors que Ludinor, vous travaillez de manière différente. C'est des espaces famille, enfants, ambiance, experts. Je ne sais pas si j'en ai raté un, mais ça doit être ça. Stratégie et réflexion, en fait. Et le expert, il a été, Ouais, parce qu'il y avait des ouais. problématiques de catégorie de jeu Mm. qui nous étaient posées. Donc, Et, et du coup, au sein même de ces différents lieux, ben, en fait, tous les éditeurs sont mélangés. Donc, dans la catégorie ambiance, tu peux avoir un jeu Yellow à côté d'un jeu Gigamic, BlackRock ou Asmodée. Et du coup, c'est pas les éditeurs qui dépêchent des animateurs sur place, mais c'est vraiment les membres des associations de la Fée des Jeux qui vont animer sur place. Et de tête, enfin, Ludinor fait partie des rares festivals avec l'alchimie du jeu à maintenir cette formule-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose, enfin, je pense que ça a été calé dès le départ, hein, parce que souvent, c'est cette formule-là que les festivals utilisent quand ils se mettent en place. Mais même maintenant, avec plus de 12 000 personnes, la dernière édition, vous continuez à avoir envie d'animer sur les tables et continuer à faire ce travail-là. Ça serait pas plus simple pour vous de dire, allez, ouais, les éditeurs, vous venez, ça sera plus simple pour nous de gérer si on n'a que la logistique autour à gérer. en fait, on fait un peu des deux au fur et à mesure. De toute façon, il y a des requêtes de plus en plus pressantes des éditeurs pour pouvoir animer eux-mêmes leur jeu. Mais l'idée initiale, c'est vraiment de se centrer d'un point de vue visiteur. L'idée, c'est qu'une personne qui, qui vit ce moment ludique une fois par an en revenant à Ludinor, parce que c'est pas forcément quelqu'un de complètement impliqué dans le monde du jeu, puisse s'y retrouver facilement. Et donc, la promesse qu'on leur fait aux visiteurs, quand ils se rendent dans un espace, s'ils jouent à un jeu, ils peuvent jouer au jeu d'à côté qui sera d'un niveau équivalent, d'une Mm. complexité équivalente. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de conserver sur le festival. Maintenant, de plus en plus, il y a des éditeurs qui insistent pour que leurs animateurs soient présents. On fait ce qu'il faut pour que ce soit possible. On va essayer de rassembler dans chaque espace les jeux du même éditeur dans un même secteur pour qu'ils puissent animer tout de même. Mais on conserve quand même ce découpage par catégorie de jeu plutôt que Mm. pour une meilleure lisibilité du point de vue du visiteur. Dans pas mal de festivals, on va retrouver des gens qui sont entre guillemets des geeks du jeu et ils savent pertinemment ce qu'ils vont faire, ils savent très bien qu'ils ont un éditeur favori, tout ça. Une des caractéristiques de Ludinor, c'est qu'il y a une grande part du public qui est pas forcément connaisseur, mais qui sait qu'ils vont passer un agréable moment pendant le week-end. Et donc, on leur simplifie la tâche dans la découverte en faisant ce découpage-là. Ouais, et c'est enfin, moi, dans mon souvenir de Ludinor, c'est vrai qu'il y a un public qui est très, très familial et c'est plutôt chouette. Et donc, du coup, aussi rappeler, et ça, je pense, c'est une autre particularité de Ludinor, la Fée des Jeux regroupe un nombre incalculable d'associations dans les Hauts-de-France. Je ne sais plus le chiffre exact. 18, ça va, c'est calculable Ouais, encore. ouais, mais ça représente pas mal de bénévoles, parce que j'imagine que chaque association ben, vient envoyer ses bras pour filer un coup de main Ah, à l'organisation de Ludinor, quoi. ça touche même plus largement que juste les assos de la Fée des Jeux, puisque il y a des assos qui, d'une part, sont pas intégrés à la Fée des Jeux parce que pas forcément jeux de plateau à fond, genre par exemple des associations de rôlistes qui ont leur propre fédération. Donc du coup, on a inclus dans les statuts de la Fée des Jeux qu'il fallait pas avoir déjà une fédération qui existait pour éviter de
se marcher sur les pieds, quoi. Et aussi, on a pas mal de bénévoles, y compris au niveau de l'organisation, qui viennent de Belgique. Et donc là, statutairement, on a acté que la Fête des Jeux ne pouvait accepter que des associations loi 1901. Donc, on a beau avoir une bonne proximité avec pas mal d'assauts belges, on ne peut pas les inclure dans la Fête des Jeux. Mais ça n'empêche que bon nombre de joueurs belges sont aussi des bénévoles, des organisateurs de festivals, du Festival du Guide. Ouais. Alors je dis bonjour à Dorade et Julie qui nous ont rejoints dans le chat. Bonjour à vous. On était en train de parler avec Sylvain de Ludinor et aussi pour vous rappeler, malheureusement, Paul ne sera pas avec nous aujourd'hui parce que j'ai fait une grosse boulette au niveau de l'agenda, mais il sera avec nous la semaine prochaine. Et autre particularité aussi de Ludinor, enfin qui le rend très très intéressant pour les professionnels du jeu, c'est le prix Ludinor qui existe depuis 2012. Si Le les prix du informations, Guide, sur, c'est si ça, les c'est informations sur 2012. votre site web sont exactes, c'est Ça doit être 2012. ça. Et moi, de tête, j'ai quand même quelques jeux qui ont gagné le prix, qui ont été édités par la suite. Il y a Titanium Wars, par exemple. Il y Il y a a Taverna, Taverna, SN le jeu. et sonne le jeu, absolument. Et Euh, Inavi de FNUP, qui est devenu dans la boîte de jeu. J'en ai un sous la main, et en plus, ils ont été super sympas parce qu'ils ont mis le logo. Mais ouais, mais je trouve du coup, enfin, c'est vraiment un prix qui a une importance pour les auteurs. Alors, je pense pas que tous les jeux qui ont gagné le prix Ludinor ont été édités, mais souvent, c'est quand même un label de qualité. Le fait de gagner ce prix-là fait que les éditeurs s'intéressent plus facilement à ton jeu. Ça, c'était aussi une volonté forte de votre part de mettre en avant le travail d'auteur et accompagner aussi les auteurs dans leur rencontre du public. Oui, mais de toute façon, la baseline de Ludinor, c'est Festival du jeu et de la création. Donc, c'est important pour nous de mettre en avant la création, d'autant plus que depuis la première édition qui a eu lieu en 2008, il y a toujours eu une mise en avant des créateurs, avec une particularité en plus, depuis qu'on a mis les créateurs au centre de chacun des espaces, c'est les zones qui sont les premières remplies en début de journée à Ludinor. Donc, c'est assez surprenant, parce que on imagine mal un public principalement familial quand même, se jeter sur des jeux qui sont pas finis esthétiquement, mais ils ont le plaisir, ces gens-là, de découvrir aussi l'histoire du jeu et comment la genèse, et savoir comment ce jeu a été créé et comment il est arrivé jusque-là. Et parfois, derrière, ça crée une empathie de la part du public pour l'auteur en question. Et je pense que cette relation-là, elle est très importante pour Ludinor. On essaie de la conserver. Donc, on a mis en place un prix parce que c'était bien de mettre un prix et que ça donnait encore plus de valeur à cette mise en avant. Cette année, on a eu la chance parce que François, Jérôme, euh, on déployait vraiment un gros travail pour réussir à adapter le concours et pour qu'on puisse reprendre cette mise en avant de la création. Voilà, on a toujours mis en avant la création, et je vais dire que cette année, la création nous a permis d'avoir encore de la vie alors qu'on était off. Ouais. Donc ça, il y a eu un juste retour des choses quoi cette année. Ouais, et d'ailleurs, enfin, c'est un peu le sujet moi aussi que j'avais envie d'aborder avec toi et aussi avec Paul parce qu'il était membre du jury. Alors, je sais plus si c'est en 2020 ou en 2021, mais vous avez gardé le concours de création, mais vous l'avez numérisé entre guillemets, c'est ça? Alors c'était pas en 2020 parce qu'en 2020 c'était Ouais. impossible de récupérer quoi que ce soit. L'annulation, on l'a réalisée un peu moins d'un mois avant le festival en soi, et on pouvait rien récupérer. Et puis en plus, je dirais que depuis un an, pas mal d'outils, enfin les outils de streaming comme là maintenant, sont sérieusement démocratisés et ont permis justement de pouvoir produire quelque chose qui puisse fonctionner.
Ce que sont attelés l'équipe créateur au sein de Ludinor, c'est de réussir à mobiliser un jury de professionnels qui se sont penchés sur chacun des 3 prix. Donc, il y a un prix pour enfants, famille et stratégie. On a gardé au tout début le même process que ce qu'on fait les autres années en physique. C'est-à-dire que on reçoit un nombre de dossiers. Alors, ça doit être cette année 165, je crois. 165 dossiers. On a nos jurys de bénévoles qui vont lire toutes les règles, sachant que les règles sont anonymisées, de manière à ce qu'on favorise pas un auteur qui pourrait être connu. On anonymise les règles, les gens lisent les règles et à la fin, ils se réunissent entre eux. Si je me trompe pas, parce que je suis pas dans l'organisation de ce groupe-là, le mode de fonctionnement, c'est chaque lecteur va dire si oui il le faut, non il ne le faut pas, ou alors ça peut se discuter. Ce qui permet de raccourcir les débats en physique. Enfin, en physique, du coup, c'était pas physique, mais tout le monde s'est réuni, ça raccourcit le débat. S'il y a un jeu, tout le monde a dit il le faut, on discute pas. Il sera validé dans la liste. Si un jeu a 3, il ne le faut pas, pareil, il n'est pas discuté. Et à ce moment-là, on commence à discuter sur les jeux qui prêtent à discussion. Donc, ça permet de pouvoir sélectionner. Alors, cette année, c'est 25 jeux qui ont été sélectionnés. Les autres années, autour de un peu plus de 30. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Sachant que c'est limité par rapport au nombre de tables qu'on peut mettre dans les espaces. Là, cette année, on a limité par rapport au nombre de règles que justement ce jury pro allait pouvoir dans le temps qui lui était imparti. Donc voilà, ce qui a fait, c'est que cette présélection elle a été communiquée donc à 3 jurys pro qui ont toutes les règles sur 2 week-ends et ont derrière fait une sélection des 3 prix. Ouais, d'ailleurs, je copie-colle la sélection de cette année dans le chat pour ceux qui voudraient aller la consulter. Il y a Dorad aussi qui rappelle, je ne l'ai pas noté tout de suite, mais il y a aussi Pas à Pas qui avait été repéré sur Ludinor et qui est devenu Mad Trip plus tard chez Gigamic, mais je crois qu'il n'avait pas gagné le prix. Il n'y a pas que les vainqueurs qui sont édités. Ouais, et inversement, les éditeurs se font pas forcément. Ouais. Les vainqueurs ne sont pas forcément toujours édités non plus. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais voilà, enfin, moi, j'ai des chouettes souvenirs de prototypes testés sur le festival Ludinor. Alors, il y en a certains, je pense, qui n'ont jamais été édités, mais c'est vrai que c'est toujours un moment sympa. Et alors, moi, ce que je trouve vraiment cool, je l'ai jamais fait comme auteur de jeu, parce que je suis pas, enfin, j'avais pas le temps, quoi, tout simplement, quand je travaillais sur le proto. J'étais responsable événementiel, donc je me voyais mal dire je vais prendre un week-end pour faire le concours Ludinor. Mais on voit qu'il y a une vraie solidarité entre les auteurs. Enfin, ils discutent, ils échangent entre eux. Et je pense que les auteurs qui ont fait ce concours-là, en fait, ils sont ravis de l'avoir fait parce qu'ils ont passé un week-end avec des pairs PAIR et ils ont pu échanger, avancer sur leur création. Et c'est plutôt chouette. Et je pense que c'est un peu le même état d'esprit qu'on retrouve sur les trophées flip et choses comme ça. Donc, c'est vraiment cool que Ludinor fasse ça comme ça. Après, on fait ce qu'il faut aussi, sans dire pendant le week-end. On a des bénévoles dédiés, qu'on appelle les nounous des auteurs, qui vont se charger de s'assurer qu'ils ne manquent de rien, que lorsqu'ils ont besoin de prendre une pause bien naturelle, qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper de la table. Enfin, il y a un accompagnement qui se fait aussi pour les créateurs. Ouais, c'est plutôt chouette et on sent que dans l'ambiance, c'est très détendu et à la cool, on sent qu'ils sont choyés et dorlotés à Ludinor. Donc, c'est plutôt chouette. Et du coup, en fait, pour avoir l'autre revers de la médaille, enfin l'autre point de vue, il faudra revenir la semaine prochaine. Comme ça, on pourra aussi discuter avec Paul de Libellude sur lui comment ça s'est passé comme jury cette année sur Ludinor. Enfin, moi, je sais que j'ai fait partie du jury du prix écoludique sur le flip, mais je pense que la problématique était très différente parce que c'est que des jeux qui sont édités et publiés auxquels on a
pour la plupart, enfin moi j'ai pu jouer pour la plupart, à l'exception voilà de 2-3 jeux dans la sélection. Donc je pense que la problématique est pas la même, mais je pense que ça sera intéressant aussi un peu plus tard d'avoir l'avis de Paul justement sur comment s'est passé ce travail de jury à distance, même si je pense que dans les prototypes, il y en a peut-être certains qui ont été testables via les plateformes maintenant comme Tabletopia. Ils ont tous été quasiment portés sur Tabletop Simulator. Ouais. Et donc ça a permis de jouer. Et puis certains des auteurs ont été contents d'avoir été plus ou moins. Enfin, ils n'ont pas été contraints. Ouais. Ils se sont rendus compte que ça avait un intérêt pour eux de passer par là. Et quelque part, ben, ça leur donne de diffusion intéressante pour eux, quoi. Ouais, c'est clair. Après, voilà, il y a toujours des auteurs comme moi qui ont les bonnes idées de faire des jeux de reconnaissance tactile, ce qui en ce moment est un peu compliqué à adapter sur Tabletop Simulator. Bon, après, voilà, on a les idées qu'on mérite. Mais vivement, Voilà. vivement le déconfinement, comme ça, je pourrais faire tester ça en vrai. Et juste pour info, c'était la première année où il y avait un jury pro à l'Udinor, parce que les autres années, Ouais, c'est le public qui vote pour les auteurs. Sachant que, en fait, plus un membre du public a joué à différents jeux, parce qu'il y a des marqueurs qui permettent de ouais. dire quel jeu ils ont joué, plus leur vote a de l'importance au moment où ils vont sélectionner le jeu qui est leur coup de cœur. Leur coup de cœur. Ouais. Doran suggère d'investir dans des claviers braille, mais si je payais un clavier braille à tous mes testeurs, autant auto-éditer le jeu directement en fait. Je pense que ça me Ouais. reviendra moins cher. Mais Faut que tu demandes ouais. à Ben d'Accessi Jeux, peut-être qu'il va pouvoir te fournir ce qu'il faut. Ouais, ouais pourquoi pas. Faut voir, faut poser la question. Il y a de l'idée. Non, mais je le garde dans un carton et quand je pourrai retourner en festival, je le ferai tourner en festival avec plaisir. Ouais, du coup, oui, c'est vrai que d'habitude, c'est le public qui vote avec tous les petits auteurs qui ont un feutre de couleur, d'une couleur propre. Ah, il y a Lorraine de Yellow qui nous rejoint aussi. Salut Lorraine, j'espère que tu vas bien. On est avec Sylvain pour parler de Ludinor et aussi de la ruche ludique, qui est un peu le deuxième gros sujet, le deuxième gros dossier duquel on va discuter aujourd'hui. Donc, pour rappel, on en a rapidement parlé au départ. Donc, c'est un regroupement de festivals de jeux qui compte environ 91 membres à la louche. Même C'est s'il n'y a ça. pas encore de membres, adhésion, voilà, en tout Voilà. cas, vous êtes regroupés pour pouvoir échanger tous ensemble des problématiques quotidiennes que vous rencontrez dans l'organisation de vos festivals respectifs. Jusque-là, j'ai bon. Jusque-là, très bon, ouais. En fait, on a fait un inventaire des festivals qui ont rejoint le groupe. Donc, on doit être autour d'une dizaine, sachant que l'inventaire, il date de l'an dernier, hein. Et que on a quand même 400 personnes à peu près dans le groupe. Donc, en moyenne, 4 personnes par Ouais, festival. Même, ouais. voilà. Même si certains Et du festivals coup, sont plus représentés que d'autres. ouais, du coup, tu disais, il y a forcément la question de comment on demande une subvention, les trucs de sécurité et tout ça. Est-ce que, il y a une uniformité sur la France de la manière de procéder, ou pour l'instant, il y a encore beaucoup de disparités entre les festivals, où il y en a qui galèrent plus que d'autres par rapport aux demandes de subventions, par rapport à ces choses-là, où vous vous rendez compte que quand même, il y a des choses qui sont assez cadrées et qui sont un peu communs à tous? Alors, il y a pas tant de choses que ça de cadré, hein. Je Mm. pense que chacun a son propre vécu, chacun a ses propres contacts. Forcément, pour ceux qui organisent depuis une mairie, ben, c'est plus simple, parce que du coup, ils ont les moyens de la mairie directement. D'autres sont des festivals itinérants. Donc, ils ont trouvé d'autres moyens, notamment passant par un soutien départemental euh, pour avoir accès à des financements. Enfin là, je parle de subvention et je parle de soutien, mais globalement, en mode de fonctionnement, je pense que chacun a eu son propre vécu, a tiré quelques expériences des autres événements autour. Enfin, je veux dire, clairement, pour nous, à Ludinor, avant de se lancer vraiment dans le bain et créer un événement qui prenne de l'importance, on est passé à Ludimania, on est passé dans des festivals en Belgique, on a été
à Paris, enfin non, Paris c'était après nous, mais je sais plus. On a fait quelques À festivals avant l'alchimie du pour voir un jeu. peu. Pardon? À l'alchimie du jeu. Alors la chimie, on a eu très peu. Enfin, le problème c'est plus un problème géographique. On n'a pas eu Ouais. beaucoup qui a pu aller, même si dans les initiateurs de l'Udinor, il y avait des gens qui venaient de Toulouse et donc qui ont rapporté un peu du savoir-faire de la chimie. De l'alchimie avec eux, ouais. Ouais, Et de toute façon, clairement. là, si on doit trouver, alors du coup, je parle de l'Udinor, mais si on devrait trouver une parenté, enfin une proximité en termes de schéma de festival, effectivement, le Ludinor se rapproche plus d'alchimie que d'autres festivals qui sont plus découpés en stand éditeur. Ouais. Après l'alchimie du jeu, un gros avantage pour eux, c'est les grillades pour les éditeurs en coulisses, où la personne qui fait les grillades tous les ans fait des petites côtelettes d'agneau marinées, tout ça. Ça envoie du lourd, il y a du très très gros niveau. Enfin, je pense que Dorad, s'il est encore dans le chat, pourra me confirmer ça. Mais même si Ludinor, on y mange très bien aussi, il n'y a pas, y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu discutes avec les éditeurs de l'alchimie du jeu, il y a la petite larme quand on te parle de la côtelette d'agneau parce qu'elle est vraiment très très bonne. Bah, moi, je sais qu'un des trucs qui attire, et d'autant plus depuis qu'on s'est étendu un petit peu dans la ville, c'est notamment la friterie, parce que du coup, il y a Mm. pas mal de public Ouais. parisien qui monte sur l'île pour le festival, et puis qui en profite au passage Ouais. pour aller vers nos talents culinaires. Mais après, en plus, c'est vrai que c'est chouette. Enfin, alors pour ceux qui ne sont jamais venus à Ludinor, Ludinor est éclaté enfin, à la base sur 2 endroits, puis maintenant sur 3. Et donc, en fait, ben, on traverse un peu le quartier de Mons pour se rendre d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que la friterie est un peu en retrait du gymnase. Donc, c'est un petit coin un peu tranquille, donc un peu pour souffler pendant le festival, être un peu au calme, aller manger une petite frite là-bas, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Enfin, moi j'aime bien cette ambiance-là ben ouais, il y a le festival, à un moment tu te balades dans la ville pour passer d'une salle à l'autre, c'est plutôt rigolo. Et je pense que vous êtes le seul festival en France à avoir un système de bus. J'allais dire, est-ce qu'on est le seul festival à se mettre partout dans une ville? Non. Parce qu'il y a au moins le flip. Ouais, ouais, Mais il y a oui, pas. on est peut-être les seuls à avoir effectivement des bus qui circulent de salle en salle. Ouais. Et, et Swan fait bien de le relever. C'est bien quand il fait beau. Mais alors, du coup, j'invite tous les gens qui ont pu venir tous les ans à l'Udinor. Il y a eu une année où il y avait vraiment un temps apocalyptique. Mais le reste du temps, c'est vraiment très, très appréciable. On peut se balader. Et encore, quand je dis apocalyptique, il n'y a même pas plu. Il y a juste fait une énorme tempête. Ah oui, je m'en souviens parce que la tente stratégie était à 2 doigts de s'envoler. Enfin, c'était assez. Ouais, oui, on l'a évacué et on a bien fait d'évacuer parce qu'il y a des morceaux de mur qui sont tombés. Quoi. Donc, ouais. Et voilà le genre d'anecdote qui arrive en festival. Et en plus, au-delà de ça, le fort de Mons auquel est accolé le festival, c'est aussi un chouette lieu. Alors, vous l'avez investi aussi pour Le GN oui, et j'allais dire pour l'expo des illustrateurs, parce que aussi. création, on a parlé longuement des auteurs, mais vous mettez aussi en avant le travail des illustrateurs, et tous les ans, il y a une expo vraiment chouette qui se centre souvent sur 2 illustrateurs pour un peu retracer le travail qu'ils ont pu faire, et c'est vraiment cool aussi, quoi. Alors du coup, tu parlais du lieu, mais en plus, on sait pas, on a fait un partenariat avec l'association historique de Mons, qui fait des visites du Mm, fort. C'est assez épatant que des gens qui viennent pour jouer, bah en fait, bah, oh, je veux bien aller faire un tour pour voir ce que c'est, et ça marche bien. mm, Là, c'est cool. J'aime bien cette croisée des chemins de plusieurs univers. Et, mm. et comme tu l'as dit, aussi, effectivement, on a aussi l'expo illustrateur qui ne sert pas qu'à l'Udinor, hein, qui est diffusé partout, et notamment parfois au flip. Ça a déjà été diffusé dans l'église, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est l'église. C'est la chapelle, enfin pendant le La film, ils chapelle, ouais. appellent ça la chapelle ludique, donc je pense qu'elle Voilà, a bon, passé bah, dans la là chapelle presque ludique, c'est déjà l'année. eu des expos illustrateurs là. Ouais, ouais. Et donc, pour revenir un peu à la ruche,
C'est quoi l'objectif de l'association à court, à moyen, à long terme? Vous vous êtes fixé des objectifs ou pour l'instant vous êtes vraiment en mode bah, on se met ensemble, on discute et on essaye de s'entraider Alors du coup, pour l'instant, on est vraiment sur l'entraide. Ça, c'est la priorité. La discussion entre nous. On a mis un point régulier chaque premier lundi du mois où, en gros, on se retrouve et on discute de l'actualité, de différents sujets. On essaie de trouver un moment de détente. On a fixé au troisième lundi du mois des rendez-vous thématiques, là où on parle vraiment d'un sujet particulier. Donc ça permet de pouvoir garder une dynamique au sein du groupe. Et en ce moment, notamment sur ces cafés des festivals qu'on fait chaque lundi du mois, on est en train de discuter de quelle orientation on donne à la ruche, sachant que le questionnement, c'est commence à se poser quand on a vu passer le communiqué réclamant que le jeu soit vu comme un objet culturel. Voir si on parlait d'une voix pour se solidariser de ce communiqué ou pas. Donc ça fait partie de ce qui a pu faire germer l'idée de se fédérer un peu plus, pas contractuellement, mais ouais, donner un peu plus ouais. de contenance à la ruche. Donc voilà, il y a des discussions en cours. Certains festivals préfèrent rester sur le mode entraide. D'autres se disent ça vaut le coup de céder au travers d'une fédération et de quelque part simplifier aussi nos discussions avec les autres entités, que ce soit les boutiques, que ce soit les éditeurs, les auteurs. Enfin, il y a des choses aussi à créer à ce niveau-là. Voilà, c'est en train de se créer tranquillement et à savoir si on aura vraiment une stature, on ne saura pas quelle statut on va prendre particulièrement, puisque réseau francophone. Donc dans le réseau, il y a notamment le BGF, donc le Bruxelles Game Festival. On a aussi des représentants de festivals qui ont lieu en Afrique ou au Canada. Donc on est plus un réseau francophone. Ouais. À voir ce que ça donnera. On est en train de travailler là-dessus. Alors, faut savoir que ce genre d'organisation, ça met du temps à se créer. On a un peu tiré l'information du réseau des cafés ludiques sur le fait qu'ils ont passé plus de 8 ans à discuter entre eux avant de monter le réseau des cafés ludiques en termes d'association. Donc là, ça fait un an qu'on discute ensemble. C'est vrai que c'est encore peut-être un peu jeune pour déjà créer une association pour en parler. Ouais, clairement. Et pendant que tu parlais, j'ai affiché la page Facebook de la ruche ludique et j'ai mis aussi le lien dans les commentaires, pour ceux qui auraient envie d'aller liker la page pour retrouver un peu les informations qui ont trait à la ruche ludique ou même pour les contacter si vous êtes organisateur de festival et si vous avez des questions. Et d'ailleurs, on a une question dans le chat Swan Live qui demande si les problématiques sont-elles les mêmes selon les pays. En fait, les problématiques, elles sont en termes d'acteurs actifs au sein du réseau. En fait, hors de France, c'est principalement le BGF qui est représenté. Donc, oui, à Bruxelles, ils ont les mêmes problématiques que nous sur pas mal d'aspects. Ils ont un autre, enfin, c'est pas un problème parce que du coup, ils en tirent avantage. Ils ont tellement de structures fédérales que, en fait, ils peuvent solliciter plusieurs types de subventions dans différents endroits, selon si c'est la Belgique francophone ou. J'ai Ouais. pas toutes les strates belges, mais ils arrivent à s'en servir dans le bon sens, quoi. Même si, du coup, pour le reste, pour l'organisation de festivals, ils ont les mêmes contraintes que nous, mais non. Et par contre, pour ceux qui viennent d'Afrique, alors on discute pas pour l'instant beaucoup avec eux. Il faudrait que je leur lance là, prochainement. Mais je me souviens que il y en a un qui a voulu faire la promo de son festival à Yaoundé dans le comité du 10 francophone et les gens disaient mais t'as pas honte de faire un festival pendant la crise sanitaire et tout, alors que là-bas, à ce moment-là en tout cas, il y avait pas trop de problèmes de Covid. Et Ouais. donc
Voilà, on se rend pas bien compte que de la diffusion du jeu et de comment ça se développe ailleurs que là où on habite. Et du coup, effectivement, c'est un des sujets qui va m'intéresser, c'est de voir comment ça se déroule, notamment au Cameroun. Je sais qu'on a des contacts au Cameroun et en République démocratique du Congo. Donc, voir comment ça roule pour eux au niveau des jeux, du monde du jeu, quoi. Alors, il y a Frédéric Ormière aussi qui vient d'arriver, qui nous dit salut, salut Fred, j'espère que tu vas bien. Sinélia qui nous dit j'arrive et j'entends le mot belge. Ben justement, on était en train de parler des particularités entre les différents festivals, parce qu'on parlait de la ruche ludique, donc qui regroupe différents festivals francophones, parce que le BGF participe et il y a aussi des contacts qui ont été lancés avec des festivals en Afrique francophone, comme au Cameroun et à la République démocratique du Congo. Et Swan Live qui demande la taille des festivals doit beaucoup jouer aussi, non, en interrogation. Effectivement, je pense qu'un petit festival de MJC de quartier qui a vocation à regrouper une centaine de personnes et un Ludinor qui en regroupe plus de 12 000, enfin je me rappelle plus des chiffres en 2019, vous Alors, aviez même fait en plus que 12 2019, 000. c'est un peu plus de 10 000. Ouais, 1000, c'était pour le 10e anniversaire. On avait ouais. fait un peu plus de com. On avait ouvert Mm, le vendredi soir, ce qui mm, explique une affiche un peu plus forte cette année-là. ouais. Et Si on avait eu l'occasion de pouvoir continuer l'Udinor normalement, on serait resté mm, ouais, dans dans un un 10 000. 10-12 000 personnes. Ouais. Et je pense que même si les problématiques sont très différentes, il y a quand même, à mon avis, des points communs, ne serait-ce que comment adresser une demande de subvention à une mairie, que ce soit une grosse subvention pour un gros festival ou une petite subvention pour un petit festival. À un moment, il y a aussi besoin de demander une subvention. Donc, ça peut être intéressant aussi de mettre euh, l'intelligence commune au service du groupe, quoi. Et puis, il faut pas oublier que la plupart des gros festivals, Mm. ou festivals médians, à la base étaient des petits festivals. Enfin, il y a très peu de festivals qui ont démarré tout de suite avec plein de monde. Peut-être Cannes. Je connais pas l'historique de Cannes. Mais en dehors de ça, je pense que les autres festivals, ils ont démarré avec les moyens du bord et sachant que quand on fait un festival de cinéma, de musique ou du livre, quand on va se pointer à une mairie, on a juste à dire, ben voilà, c'est ça, c'est de la musique. Et de suite, on sait de quoi on parle. Que lorsqu'on arrive dans une mairie en disant bonjour, je voudrais faire un festival de jeux de société. Oui, vous voulez jouer au Monopoly, c'est ça? Et Mm. tu, enfin, et encore, je pense que c'est le meilleur des cas pour le Monopoly, mais chantier de reconnaissance à une amorce qui oblige plus ou moins, je pense, les organisateurs, où qu'ils soient, de d'abord se lancer sans avoir de soutien de qui que ce soit, et après, une fois que tu as réussi à valider auprès de tes premiers partenaires, d'entamer la démarche alors de grandir ou non. Est-ce que c'est important de grandir? Ça, c'est une Mm. question qui convient à chacun des festivals. C'est pas forcément une recherche. Moi, je parle pour le cas de Ludinor. En tout cas, ça n'a jamais été une démarche de chercher à grandir. En termes de communication, je crois qu'on fait partie des festivals les plus pourris. Et je blâme personne parce que j'ai très souvent été dans la partie communication. Mais on n'a jamais vraiment cherché à avoir plus de monde. On a toujours fait en sorte d'adapter le festival pour faire en sorte que les gens qui vont venir en plus euh, prennent autant de plaisir que ceux qui étaient venus l'année d'avant et qui leur ont dit c'était super. Donc voilà, en gros, ça marche plus souvent par bouche à oreille qu'autre chose. Ouais. Dans le cas que je connais mieux, en l'occurrence du Nord, je pense que ce cas-là, on peut le dupliquer sur pas mal d'autres festivals aussi pour cette partie-là, cette partie reconnaissance en fait. Et surtout que là, à un moment, s'il vous faut trouver un quatrième ou un cinquième lieu sur Mons, si vous grandissez encore, il faudra changer le bus et et privatiser le métro à la place, quoi. On a déjà réfléchi à ce genre de choses parce qu'il y a Mm. une salle qui se trouve juste en face de la mairie et qui est Mm. à une station de métro du Fort de Mons. On a déjà mis sur la table la réflexion d'un accord avec Transpol, mais Ouais. je sais pas sous quelle forme. Mais voilà.
Mais l'idée, c'est quand même qu'on évite de venir trop en voiture jusqu'au fort, parce ouais. qu'on a pas envie de pourrir le voisinage pendant tout un week-end. Ouais, c'est clair. Et surtout qu'il y a des parkings tram pas loin. Moi, je sais que la dernière fois, on s'était garé un parking tram qui était deux arrêts, enfin, un parking métro qui était 2 métros plus loin et c'était cool aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait toujours beaucoup rire quand je vais à Ludinor, c'est quand même le nom de l'arrêt de métro qui dessert Ludinor. Enfin, c'est Saint-Philibert, quoi. Alors, je sais pas si c'est un hasard, coïncidence. Alors, non, l'arrêt qui dessert du Nord, c'est Fort-de-Mons. C'est le bowling qui s'appelle Saint-Philibert. Donc ça Ah dépend. oui, oui, c'est la direction, pardon, oui, c'est la direction. Autant pour moi, ouais, ouais. C'est quand tu prends du centre-ville, il faut prendre direction Saint-Philibert, exact. Je suis pas sûr, mais bon. Ouais. Mais Je en pense que tout c'est cas, il dans y a un l'autre arrêt. sens. C'est quand tu retournes au centre-ville. Ok. Ouais, mais il y a marqué Saint-Philibert sur le Oui, bord il y a du marqué métro Saint-Philibert. finlandais. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Voilà. Je voudrais pas que les gens se perdent la prochaine fois qu'ils viennent parce qu'ils auront juste vu le live de Ludendi et qu'ils sont C'est si, ça. c'est Saint-Philibert. Et en tout cas, on n'est pas sponsorisé, hein, donc c'est pas pour leur faire la pub, mais c'est voilà, voilà. Alors on me dit c'est plus Transpol, c'est Ilevia. Oui, 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 je suis resté old school, mais le nouveau Old nom school. de bus de la métropole, c'est Illévia, effectivement. Mm. Ouais, et Sinelia qui dit en Belgique, pour avoir certains soutiens, il faut prouver qu'on fait certaines choses et qu'on le mérite en quelque sorte, donc commencer sans aide ou presque. Mais c'est le cas aussi de beaucoup de festivals en France où souvent les premiers soutiens de la part des mairies et aussi pour l'avoir connu moi-même, c'est ben, si vous voulez, on a des tables de brasseurs et des bancs, on vous en prête une vingtaine et vous vous débrouillez, quoi. Dans le meilleur des cas. Et donc, c'est seulement après, ah ouais, vous avez reçu du monde, bon, ben, l'année d'après, on vous donnera peut-être une petite subvention, etc., quoi. Ah bah, ça marche comme ça marche crescendo et pas forcément que par Mm, rapport aux institutions. mm. Je sais que la première année où l'Uninor a réussi à avoir un partenariat média, en l'occurrence avec RTL2, ben, ça a permis de donner plus de crédibilité au festival et ainsi trouver d'autres partenaires. Donc, on y va étape par étape, mais c'est aussi comme ça qu'on a réussi à gagner en crédibilité. C'est en gagnant des partenaires crédibles, eux aussi. Ouais, parce que du coup, vous avez pas mal de partenaires, pas que institutionnels, mais aussi des partenaires professionnels. Il y a une marque de café que j'ai oublié, je suis désolé, mais Mais oh, qui est. Voilà. Et enfin voilà, quand il y a le pot entre les officiels le vendredi soir, on sent que l'Udinor est aussi intégré dans le tissu économique local et qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques locaux qui vous soutiennent et qui vous aident. ah ouais, ben là pour le partenariat Méo, il est encore plus parlant parce qu'il était là en 2008 pour fournir le café pour une édition qui avait accueilli 250 personnes. Hein. Et il nous avait offert le café à l'époque. et il continue à nous offrir le café, maintenant qu'on accueille plus de 10 000 personnes. Donc c'est ce genre de partenariat qu'on aime bien conserver parce que Hein. ça fait plaisir de se rendre compte que malgré que ça prenne de plus en plus de place dans leur budget sponsoring, ils sont Hein. toujours là au soutien, donc c'est sympa. Ça veut dire que quelque part on fait un travail qui leur convient, parce que sinon ça fait longtemps qu'ils nous auraient dit bon, vous êtes gentil, mais Là, ça commence à faire beaucoup de café, quoi. mm. Ouais, et Julie fait bien de le rappeler dans le chat que certains festivals n'ont aucune aide des mairies. Et je pense qu'on est tous conscients de cette problématique-là, hein. Et je pense que c'est aussi une problématique qui vient parce qu'aujourd'hui, le jeu de société n'est pas encore reconnu comme un objet culturel et que peut-être le jour où on fera partie des objets culturels et tout ça, ça sera beaucoup plus simple d'avoir des aides et des subventions pour tous les festivals parce qu'il y a certaines mairies, et ça j'en ai discuté avec des syndicats de l'événementiel, parce que voilà, forcément pendant la crise, j'étais en contact avec des syndicats de l'événementiel, et beaucoup me disaient aujourd'hui, dans leur forme, les festivals de jeux, si les syndicats de l'événementiel devaient les catégoriser dans un type d'événement, ça serait dans les foires expo,
et ça serait pas forcément enfin à côté d'un festival de musique ou à côté d'un concert ou d'une expo Ouais. d'art. Et Plus en ce fait, ça côté peut être, merchandising c'est, que le vécu, quoi. ouais, c'est ça. Et à partir du moment où tu mets une boutique pour vendre des jeux sur le festival, et ça fait énormément plaisir aux joueurs parce qu'on sait très bien que bah, t'aimes bien rapporter un petit souvenir de festival, le jeu où tu as eu un coup de cœur, où tu t'es vraiment éclaté dessus. Enfin, ça peut aussi bloquer certaines mairies en disant bah attendez, il y a une boutique qui vient sur place pour vendre des jeux, ils ont qu'à vous filer un peu d'argent sur le festival. Et Frédéric Ormière, qui va aussi dans le sens, qui dit, lui, il a eu aucune aide municipale pour l'UDIM, donc il y a un festival de jeux sur Nîmes, et qui s'est fait entièrement avec un partenariat privé avec l'association des commerçants. Des commerçants. Ouais. Nous, on a eu beaucoup de chance que notre assaut de jeu était déjà implanté depuis longtemps sur Mont-Saint-Barreul et qu'on avait pu solliciter une salle et donc créer cette amorce avec la mairie. Et finalement, en invitant les gens de la mairie et réussir à faire en sorte qu'ils adhèrent au projet et qu'ils nous assistent sur le développement, je perçois tout à fait que ce soit pas le cas partout. Et cette première étape, elle est compliquée à franchir. Je veux dire, on est dans une métropole, la métropole européenne de Lille, qui est donc, on pourrait imaginer qu'on a une dimension qui permettrait d'avoir de la visibilité auprès d'eux. On a failli l'avoir, mais on l'a pas, on l'a toujours pas auprès de la MEL. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, on n'a pas de communication de leur part. Et pourtant, je crois que sur le dernier week-end de mars, on doit être le plus gros événement de la métropole. Donc, euh, c'est compliqué quand on n'y est pas, mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte, il Ouais. n'ira pas lâcher, quoi. Et je reconnais que c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Ouais, et Julie qui confirme, les mairies pensent que les festivals sont un marché de Noël du jeu de société. Et Sinélia qui dit dans un salon du livre ou un festival de musique, il y a de la vente sur place aussi. Ouais, alors ça, c'est vraiment, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, passer des trucs assez techniques, mais en gros, c'est pas le fait qu'il y ait forcément de la vente, mais en fait, c'est le fait qu'il y ait un acte de démonstration de produit. Parce qu'en fait, dans un festival de musique, ce qu'on consomme, ça va être le concert et finalement le merchandising après, c'est encore autre chose, tu peux l'avoir ou pas. Alors que sur l'événementiel, à partir du moment où tu as des démonstrateurs qui sont là pour mettre en valeur des produits, parce qu'aujourd'hui, le jeu de société, c'est aussi un produit, c'est plus sur cet aspect-là, en mode, comme si tu fais des dégustations sur des foires expo avant de repartir avec ton saucisson corse, quoi. Même si, Justement, enfin, il y a une différence quand même entre la dégustation de ton saucisson corse où tu as une tranche et le fait qu'on est sur le festival de goûter tout le saucisson pour t'assurer que le saucisson est bien bon. oui, Donc, oui, c'est ça, ouais. et sans obligation de l'acheter derrière. Enfin, Ouais, ouais. Mais là, c'est vraiment le truc très, très technocratique dans les textes de loi et tout ça. Mais moi, on m'a dit clairement, voilà, vous êtes des foires expo. Bon, ok, on est des foires expo, en espérant que le mouvement change. Et c'est vrai que je pense que les choses sont en train d'évoluer progressivement dans la société. Par exemple, à Rennes, qui est une grande ville en France, ils ont une adjointe aux jeux de société. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je suis désolé, à chaque fois j'oublie son rien en prénom jeu. et son nom. Enfin non, le festival oui Rennes en jeu, c'est le nom de l'adjointe D'accord. Julien. au, Ah non, au, pardon, au maire. c'est pas Julien. Julien n'est pas encore adjoint au maire, mais je lui Non, souhaite non, je croyais que tu cherchais le nom de l'organisateur, mais en fait, non, le nom de l'adjoint ta mère, je l'ai pas. Ouais, voilà, mais qui est vraiment dédié aux jeux de société et aux rapports intergénérationnels, donc c'est vraiment vraiment cool. Et c'est vrai que là, les réseaux suite à l'appel collectif qui ont été faits, la SAGE, l'UJ, le GBL, le RCL, l'ALF et la ruche ludique sont en train aussi de s'organiser pour pousser dans ce sens-là et pour que les festivals de jeux ne soient plus considérés comme des dégustations de saucissons. Donc voilà. Et alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat pour Sylvain? Alors, je sais pas, enfin, s'il y a
des organisateurs de festivals dans le chat qui font pas encore partie de la ruche. On fait comment pour vous rejoindre? Là, c'est simple. Soit tu nous rejoins, tu nous envoies un message via la page Facebook de La Ruche Ludique, Mm, ou alors contact.larucheludique@gmail.com, mm, ou encore il y a un groupe Facebook dans lequel tu vas mm, avoir des questions qui sont très compliquées, genre qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as connu? Et mm, est-ce que tu organises un jeu ou est-ce que tu organises un festival de jeux ou est-ce que tu organises mm. prévoit d'organiser un festival de jeux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la ruche et qui ne font que prévoir d'organiser un festival de jeux parce que ils ont voulu faire un festival en 2020 et ils en sont toujours à la. À l'organisation. Je ne sais pas si Jean-Julien est toujours là, mais si on peut le tacler, c'est parfait. Mais avec 2 ans de préparation, ça a intérêt à être le meilleur festival du monde, quoi. Parce que là, il a bien eu le temps de le préparer. Et ça très bien son festival. Mais sinon, on est content aussi de savoir que les festivals vont se tenir, que Orléans Joue a dit qu'il se tiendrait, que Vichy aurait lieu aussi. Alors, c'est les deux Ouais, festivals qui ont déjà eu lieu l'an dernier. ouais. Euh, on- Qui sont passés entre la première et la seconde vague. c'est ça, ils sont passés entre les gouttes. Ça s'est plutôt bien passé pour eux. Le BGF, je crois que c'est toujours en cours de Mm, réflexion. Le flip, on a de plus en plus d'informations qui fuitent au fur et à mesure, comme quoi ça mm. serait un festival restreint, en tout cas par rapport au flip tel qu'on le connaît Ouais, jusqu'à là, avec un contrôle plus facile des gens qui viennent sur la place des drapeaux. Euh, donc, on peut dire que là, il commence à avoir un redémarrage. Donc, en fait, plein ouais. d'optimisme pour la suite, mais il y a pas Et à part ça, vous avez mal pas de choses. forcément d'informations. Enfin, vous êtes en relation, à mon avis, chaque organisateur de festival est en relation avec son préfet ou les mairies des différentes Ah oui, régions, mais oui, vous avez pas forcément une information globale en disant là, à partir de cette date, c'est cool. Parce que j'imagine que les problématiques pour vous sont toujours les mêmes. C'est même si là, techniquement, à partir du 9 juin, on peut recommencer. Non, c'est pas le 9 juin, c'est le 19 juin, c'est la deuxième date. On peut normalement, techniquement, refaire des festivals en extérieur, mais je crois que c'est le 30 juin. ou le Alors, 30, ouais. c'est 9 juin et 30 juin. Par contre, je ne sais pas ce qui est autorisé au 9. Ouais. Le 9, on a le droit de retourner en restaurant en intérieur. Mm. Mais je ne sais pas s'il y a une ouverture sur ces événements extérieurs. Ça, j'ai pas enregistré. J'avoue que je ne suis pas forcément concerné par enfin, Ouais. directement par le festival de juin. Ouais. Paris Ludique, qui était le festival majeur du mois de juin, il a annoncé son annulation un peu plus tôt. Comme Ouais. on en parlait en off, plus tôt tu annonces ton annulation et moins ça t'en coûtera. Ouais. C'est ça, pour ça, on a gagné en expertise. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, après, il faut l'expliquer aux gens, hein, pour les gens qui ne maîtrisent pas trop ça, c'est que ben, forcément, un festival, il y a des dépenses en amont, que ce soit payer la location des tables, des chaises, des espaces, s'il y a des tonnelles, des choses comme ça, comme Paris est ludique. C'est investir dans de la communication, payer les affiches, imprimer les flyers et tout ça. Et si ton événement est annulé le jour J ou la veille, en fait, tout cet argent que tu as investi avant, ben, tu l'as perdu pratiquement, quoi. Donc, il vaut mieux annuler un festival si tu as le moindre doute en amont avant d'avoir engagé ces sommes-là pour pas mettre à mal la caisse de l'association. Il y a Ah ben, Kurkinov qui nous dit: vous nous donnez faim à parler de saucisson et de resto. T'inquiète, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Tu vas pouvoir aller manger un petit sauciflard et prendre une bonne bière. ouais. Mais oui. Ouais. Donc voilà. Du coup, avant de conclure, j'ai même question qu'aux invités pour les éditeurs aussi, il y a des dépenses. Si c'est annulé la veille par la préfecture, effectivement, les éditeurs, les nuits d'hôtel, les billets de train et tout ça, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te débrouiller pour avoir des choses qui soient quand même annulables Mm. jusqu'en last minute. Mais ouais, il y a aussi toutes ces dépenses-là. Oui, Swan Live, ça sera de la bière belge, évidemment.
et les animateurs. Ouais, Julie, tu as tout à fait raison. Donc, pour conclure, ouais, tu voulais encore dire quelque chose, pardon. Oh, je voulais Non, non, juste vas-y. dire que sur l'annulation de 2020 à Ludinor, c'était début mars et le lockdown avait lieu mi-mars. On savait qu'on devait engager tout ce qui était frais de bouffe notamment, et ça c'était un gros budget. On a eu la chance de se dire de dire stop au bon moment, quoi. On l'aurait fait plus tard. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de se relancer. Alors ça sera pas moins compliqué de se relancer puisque là on va perdre des connaissances parce que les gens qui étaient là en 2019 et qui voulaient passer le relais, ça devient compliqué d'attendre jusqu'en 2022 pour passer le relais. Donc il y a pas mal de questions qui sont en train de se poser. Donc on parlait de questionnement au sein de la ruche. Il y a aussi du questionnement au sein de l'Udinor pour savoir comment, avec qui et pourquoi on va redémarrer. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y aura bien l'Udinor en mars 2022. Mais sous quelle forme, ça on le sait pas encore et ça fait partie des choses qu'on va creuser. Ouais, et avec quelles contraintes sanitaires, etc. Exactement. Combien de personnes au mètre carré? On est encore un peu dans le flou. Vu que ça parle beaucoup de bière dans le chat, je pense que tout le monde a envie de prendre l'apéro, donc on va pas non plus vous retenir encore trop longtemps. Mais pour finir, la même question qu'à mes invités la semaine dernière. Est-ce que tu as un petit coup de cœur ludique en ce moment? Alors, vu que David et Sandrine la semaine dernière ont triché et ont donné 3 jeux, tu as aussi le droit d'en donner 3 si tu as du mal à te limiter à un seul jeu. Il y a les spécialistes qui est sorti de chez Explorate, qui est Ouais. plutôt sympathique. Créer son équipe, aller faire des casses. Donc ça faisait quelques temps que je l'avais dans le viseur et plutôt pas mal. Que je joue actuellement beaucoup sur BGA, il y a Happy City. C'est cool. Et Jouer, voilà. Je pense que ça. j'allais dire exactement la même la semaine dernière. J'ai fait à ma chérie, tiens, il faut que je te fasse essayer Happy City, voir si tu valides, si on l'achète. Et en fait, on voulait faire une partie sur BGA, juste voir ce que ça avait dans le ventre, et on en a enchaîné 6 ou 7, quoi. C'est super addictif. Et quitte à y aller à fond dans les. Alors du coup, ça sera moins du moment, mais ça reste. Ça va rester un petit peu au travers de la sélection de l'Asdor et 2020 et 2021. Le grand oublié pour moi 2020-2021, c'est Cosmopolite. Oui. Qui avait, je sais pas, 2 milliards de raisons de servir de tête de pont pour notre jeu. Que ce soit d'un point de vue éco-responsable, d'un point de vue lien avec le lien qu'il y avait avec le CNRS, que ce soit un jeu d'ambiance, que ça utilise le smartphone d'une façon différente de ce que ça pouvait servir jusqu'à présent. Enfin, il y avait une foultitude de raisons d'utiliser ce jeu pour conquérir les médias qui ont du mal à parler de nous. Et j'ai pas compris comment le jury est passé à côté de ça. Mais ça, c'est voilà. J'aimerais être une petite souris. J'aimerais voir comment ça se passe ces délires. Mais d'ailleurs, on peut passer un petit message à Cynthia et à son équipe. Si je dis pas de bêtises, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'organisateur de festival dans le jury de l'Asdor. Je sais pas comment c'est géré, mais Ouais, éventuellement, non, si à la rue, je peux envoyer quelqu'un, c'est bien. C'est ça, parce qu'il y a un représentant des cafés-jeux avec Nathalie Zakarian, il y a encore des ludicaires, etc. Voilà. Et non, Cinéla, tu as bien raison de faire de la pub. Demain soir, sur la chaîne du BGF, il y aura un stream avec Happy City. N'hésite pas à mettre le petit lien vers la chaîne du Twitch du BGF. On viendra faire un tour avec plaisir pour voir ça. Et ouais, enfin, ils essayent d'avoir un peu tous les corps de métier, mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir un organisateur de festival aussi. Au pire, si Cynthia Ribérac est sur Twitch en ce moment, contacte-moi, je te donnerai les coordonnées de Sylvain. On essaiera d'envoyer quelqu'un à la rigueur pour rééquilibrer le jury, parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques petites remarques sur l'équilibrage en termes de genre dans le jury. On peut trouver des organisatrices sans problème. Aussi, ouais.
Ça marche. Écoute, je te remercie, Sylvain, pour ta disponibilité et d'avoir passé un peu de temps avec moi pour voilà, parler de Ludinor, de la ruche. J'espère pouvoir revenir à Mons en mars 2020. Ça serait cool. Ouais, alors, 2022, pardon. que même J'allais si dire, tu as une ouais, DeLorean, ouais, ça vaut pas le coup de ouais, ouais. revenir à Mons en 2020. Hein. Je Ouais, ouais, non, non, en choisis une autre année, 2022, mais surtout que la dernière fois où je suis venu en 2019, je suis reparti avec la Coupe de la Ligue en plus, mais voilà, ça c'était c'était le combo, le week-end parfait. Et du coup, ben oui, je le rappelle encore une fois, vous avez remarqué que Paul de Libellude n'était pas là, parce que j'ai fait une grosse boulette dans l'agenda, et qui sera du coup avec nous la semaine prochaine. On sera le 9 juin. Cette fois-ci, je fais attention dans la date, et on se retrouvera à 17h17 pour le troisième épisode d'enquête d'événements ludiques. Et pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui se disent mince, j'ai tout raté, ça sera disponible en replay très très rapidement. Voilà. Bonne soirée à tous bonne soirée. et à très bientôt.